Les hommes et les femmes ont les mêmes droits en réalité. On ne devrait même pas faire cette distinction des droits des femmes, droits des hommes en réalité. On est tous de la même manière. On est tous nés d'une femme qui a accouché. On n'est pas tombé du ciel. C'est vrai. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu vois, quand on parle de la journée des droits de la femme, son interprétation? Alors, les droits des femmes, disons, c'est les droits qui sont liés à la spécificité de la femme. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit à ton bien-être. Si quelqu'un ou quelque chose t'en empêche, il y a problème. En fait, la journée internationale des droits de la femme, là, ça doit être ça. Revendiquer le droit d'exister, le droit d'être qui on veut être. Bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle. Je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'inspiration, de la transformation et surtout de l'action. Nabou Fall officielle, c'est la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et aujourd'hui, dans le Women Leadership Mindset, notre rubrique dédiée aux femmes, nous recevons une dame exceptionnelle, Madame Francine Aka-Anguy. Maître Francine Aka-Anguy. Vous l'avez compris, nous allons parler de droits, mais pas seulement de droits des femmes, du parcours d'une femme inspirante et des compétences aussi qu'il faut avoir pour être un bon avocat ou pourquoi pas tout simplement être un avocat. Donc, bienvenue. Et Francine, bonjour et merci d'être là. Comment vas-tu? Bonjour Nabou, je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment on les appelle, à nos YouTube watchers. YouTubeurs. Alors, donc, je suis Francine Aka-Anguy, née Aka, parce que souvent, les gens, quand ils entendent Aka-Anguy, ils pensent que je suis la fille d'eux. Non, je suis la belle-fille d'eux. Et donc, voilà, je suis née, bon, presque 60 ans, mais bon. On dirait pas, hein? Une cinquantaine d'années, on va dire. Arrête de dire. On dirait que tu as 16 ans. Hein. Et regarde comment tu te regardes. Je suis donc mariée, mère de 5 enfants et avocate depuis une trentaine d'années. André, tu as 30 ans. Entre autres. On peut être jeune comme ça, on peut être belle comme ça. Merci. Patate. C'est ça. Elle va nous donner les secrets. En fait, c'est ces secrets-là qu'on cherche aussi. C'est clair. Super, merci beaucoup Francine. Alors Francine, je sais que tu es très engagée, tu es mère, tu es avocate, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais concrètement? Je fais beaucoup de choses, Nabou. D'accord. Je pense comme toutes les femmes. Hein. Oui. On fait toutes beaucoup de choses. Donc, effectivement, en plus d'être avocate, je suis donc engagée pour la cause féminine. Je suis notamment la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et je suis aussi secrétaire générale d'un mouvement qu'on appelle le Women Caucus for Lobbying, qui est un mouvement en fait qui prône une meilleure représentativité des femmes aux postes de décision et dans les assemblées élues. Et je suis aussi consultante pour les Nations Unies en ce qui concerne les questions de corruption et de bonne gouvernance. Waouh, c'est énorme, merci. C'est pas une petite pointure qu'on reçoit aujourd'hui, hein, une grosse pointure. Alors Francine, quand tu parles de présidente de l'Association des femmes juristes, moi je sais que depuis mon enfance, la première fois que moi j'ai entendu parler réellement des droits des femmes, des droits, ça a toujours été l'Association des femmes juristes qui a porté le combat. En tout cas, je me rappelle au Sénégal dans mon enfance, en Côte d'Ivoire dans mon adolescence, en France, un peu partout dans le monde. Les premières associations où on parle de droits des femmes, avant les ONG, les Nyama Nyama et tout le reste, j'ai pas dit que c'est pas bien, mais je veux dire, l'origine, c'est vraiment les femmes juristes. Raconte-moi un peu pourquoi. Alors effectivement, c'est une très bonne remarque que tu as faite, Nabou, parce que en réalité, ça part de quoi? L'Association des femmes juristes, notamment en Côte d'Ivoire, elles ont créé cette association dans les années en 84. Ok. Parce qu'il y a eu en 83 une grande réforme dans le domaine du droit. C'est-à-dire qu'avant 83, les femmes en Côte d'Ivoire n'avaient pas le droit d'exercer une profession salariée sans l'autorisation de leur mari. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Il n'existait que le régime de la communauté des biens. Et en 83, tout ça a été modifié. Là, je ne savais pas. Ben oui. Pourtant, j'étais là à Abidjan en 83. Tu vois. Et il n'y a pas si longtemps, hein, 83, c'est quand même récent. Ça fait 40 ans. Voilà. Et du coup, les femmes juristes de l'époque se sont dit, mais nous avons la chance de connaître ces lois, de comprendre ces lois, parce que nous sommes juristes. Mais toutes les autres femmes, est-ce qu'elles savent ce à quoi elles ont droit aujourd'hui, à partir de cette réforme?
Donc, mettons-nous en association. En fait, elles ont, bon, je passe, hein, je résume oui, un bien peu. sûr. Mais elles ont eu une grande réunion en Afrique, justement, de l'Ouest. C'est ce qui fait que, justement, il y a eu toutes ces associations des femmes juristes D'accord, créées. donc c'était un mouvement à peu près, c'était collectif. Exactement. Et donc, elles ont D'accord. décidé de créer ces associations dans chacune de leurs pays pour pouvoir vulgariser ces textes de droit. Aller vers les femmes pour leur expliquer, mais voilà ce que les lois disent, voilà quels sont vos droits. Aujourd'hui, vous avez le droit de travailler sans l'autorisation de votre mari, vous avez le droit d'ouvrir un compte, vous avez le droit de ceci, de cela. Voilà, c'est parti de là, en fait. C'est pour ça que, comme tu dis très justement, les femmes, les associations de femmes juristes sont un peu à l'origine de cette vulgarisation des droits des femmes. On vient de loin, hein. Tu sais, je te regarde parce que je suis effarée. Avant 83, ouais. On ne pouvait pas. Ouais, on vient de loin. Waouh. Alors moi, je sais que je me rappelle, c'est vrai que quand j'étais en RDC, je travaillais en RDC en 2002. Non, en 2004, pardon. 2004. On est des anciennes ici, laissez-nous. En 2004, ce qui se passe, c'est que je me rappelle que ma mère avait demandé un visa pour... vivait à Brazza, mes parents vivaient à Brazza, avait demandé un visa pour l'Afrique du Sud à l'ambassade et on lui avait dit qu'il fallait qu'elle envoie l'autorisation de son mari. Je parle de 2000, hein, 4. Oui, mais parce que justement... Il y a 20 ans. Oui, mais il y a 20 ans, jusqu'il y a 20 ans, le mari était encore le chef de la famille. Donc ça, c'était, tu vois, c'est pour ça qu'on parle d'évolution. Ça y est, je te dis, 83, on a le droit d'ouvrir un compte, on a le droit de travailler sans l'autorisation de notre mari, mais on est encore sous sa tutelle. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand tu te mariais... En français facile. Voilà, quand tu te mariais, eh ben, tu passais de la tutelle de ton père à la tutelle de ton mari. Tu étais encore considéré presque comme une incapable. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas signer un contrat seul. Une fois que tu es marié, hein, quand tu es célibataire, il n'y a pas de problème, mais quand tu es marié, tu ne pouvais pas passer un contrat toute seule. Il fallait que tu aies l'autorisation de ton mari. Tu ne pouvais pas prendre un prêt toute seule. Et notamment, c'est le mari qui avait l'autorité, ce qu'on appelait la puissance paternelle. C'est pour ça qu'on lui a demandé l'autorisation paternelle, parce que c'est le père qui avait la puissance paternelle, donc c'est lui qui avait autorité sur les enfants. Et ça n'a changé en Côte d'Ivoire que depuis 2013. Donc, ce que j'ai dit là, c'est des... C'était... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution de 84 à nos jours? Où est-ce qu'on en est par rapport aux droits des femmes? Voilà, donc ce que je te disais tout à l'heure, liberté des femmes d'un point de vue contractuel, donc depuis 83. 2013, donc il a fallu attendre 2013 pour qu'on saute le verrou de le mari et le chef de la famille. Tu comprends? Parce que quand le mari était le chef de la famille, donc c'est lui qui avait la puissance paternelle donc sur les enfants, qui pouvait décider de où vous devez habiter, votre domicile. C'est lui comment on appelle ça? D'un point de vue fiscal, c'est lui qui bénéficiait des réductions fiscales. C'est-à-dire que toi, tu es marié, tu as enfant, tout ça, on n'en faisait pas cas. C'est le mari qui disait, ben maintenant, moi, je suis marié, donc je peux avoir les abattements. Les abattements, j'ai tant d'enfants et tout et tout. Donc, du coup, 2013, on lève ce verrou et on dit c'est la gestion conjointe maintenant. Ça avait fait un tollé à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. Même les femmes étaient contre. Elles disaient mais comment ça? Mais pourquoi nous? J'étais en expatriation. Voilà, on n'a pas dit qu'on ne veut pas que le mari soit le chef de la famille. On veut que le mari... On leur a expliqué non. C'est une discrimination qui n'a plus sa raison d'être. Voilà, donc c'est depuis 2013 qu'aujourd'hui c'est la gestion conjointe des époux et l'autorité parentale conjointe. Donc, en principe, il n'y a plus de puissance paternelle. Une femme qui est mariée n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour voyager avec ses enfants. C'est ce qu'on dit, hein, mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est pas ça. Parce que même aux États-Unis, il faut l'autorisation du père, même pour faire le passeport de l'enfant. Ouais. Alors qu'en principe, non. Tu es la mère, tu as autant de droits sur ton enfant que le père. Voilà. On vient de loin, hein? On vient de loin. Et 2019, on a eu une autre réforme. Tu vois, c'est quand même des... Il faut bien, disons, presque tous les 10 ans, quoi. Ouais. Le chemin est long. Et 2019, on a eu là encore une grande réforme qui permet maintenant vraiment aux époux d'être, disons, sur le même pied d'égalité. Mais c'est toujours les textes, en fait. Et dans l'application, comment le vit? C'est toujours un peu difficile. On est dans une société qui est encore très patriarcale, il faut le dire. Et on a encore nos coutumes qui ont encore une place importante. Donc, si tu veux, quand on fait de la sensibilisation au niveau de l'association des femmes juristes, quand on va dans les villages et tout ça pour leur expliquer, voilà ce que la loi dit, parce que la loi s'applique à tout le monde. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il faut que les populations connaissent cette loi. Mais quand on va et qu'on fait ces sensibilisations-là, la première réaction, les gens nous disent « Mais ça c'est pour vous en ville là-bas. » Ou bien ça, c'est les lois des Blancs. Nous, là, on a nos propres lois. Et là, maintenant, il faut déconstruire. Parce qu'il faut dire non, on est dans un pays
qu'il y a des lois, qui fonctionnent selon des lois, et non pas selon des coutumes. Et ce sont ces lois qui s'appliquent principalement, qui doivent en tout cas s'appliquer principalement. Mais en réalité, dans les faits, tu te rends compte que les gens appliquent plus leurs coutumes. Mais même dans les religions, les gens appliquent les coutumes. La coutume a une préséance surtout, en fait. Ça a une préséance. Mais Ça toi, demande à réfléchir, en tout cas. Ça demande de la réflexion. Toi, Parce que c'est pas néfaste, hein, c'est pas c'est forcément mauvais. Non, on n'a pas dit ça. Voilà, mais ça pose un problème, tu vois, parce qu'on a cette superposition-là de la loi et des coutumes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu parles des villages, mais tu crois que les femmes en ville le savent? On ne le sait pas? C'est ça. La sensibilisation, on l'a fait aussi. C'est pour ça que je veux que tu sois là, parce que j'aimerais... On parle des droits de la femme, on parle du 8 mars, on parle de la Journée internationale de la femme africaine, etc. Mais on n'est pas conscient de nos droits. Exactement. Parce que, alors que, comme je le dis, si tu veux, les hommes et les femmes ont les mêmes droits en réalité. On ne devrait même pas faire cette distinction des droits des femmes, droits des hommes en réalité. Parce que je sais, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, oui, voilà. Tu vas parler des droits des femmes. Je dit, mais il n'y a pas de différence. On ne va pas parler des droits des femmes. Parce que quand on commence déjà à faire cette différence, tu vois, moi je trouve que c'est une discrimination. Mais voilà, tout à fait. Parce qu'on est tous de la même manière. On est tous nés d'une femme qui a accouché. On n'est pas tombé du ciel. C'est vrai. On n'est pas... Voilà. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'une fois qu'on est sorti du ventre de notre mère, on dit, bon, les filles sont à gauche, les garçons sont à droite. Les garçons ont droit de ceci, les filles n'ont pas droit de cela. Pourquoi? Même les animaux ont des droits. C'est vrai ce que tu dis, et moi je le dis souvent dans le leadership. J'aime pas trop le mot leadership féminin, je dis souvent le leadership des femmes, ou les femmes en leadership, dans le leadership. Parce que finalement, le leadership est universel. Il y a des caractéristiques féminines du leadership. C'est clair. Mais le leadership n'a pas finalement de genre. Et quand on parle de leadership des femmes, du féminin, on parle plutôt des positions de leadership, mais pas forcément de la posture de leadership. Donc je me dis, c'est un peu pareil pour le droit. Exactement. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu vois, quand on parle de la journée des droits de la femme, son interprétation? Parce que moi, j'avais une réflexion ce matin. Je me dis, doit-on célébrer des droits dont on ne jouit pas? Non, en fait, si tu veux, la journée internationale des droits de la femme, justement, ça nous permet... Et ça permet aux États, surtout, ça les oblige à faire un stop. Et puis dire, c'est vrai, il y a des femmes. Hein, parce qu'ils ont tendance à oublier qu'il y a des femmes dans leur pays. Oh là là, voilà. Je le vois tout le temps dans les photos. Bon, ils sont entre hommes. Merci. Donc ça, si tu veux, c'est le bon côté. De dire, ah ouais, il y a des femmes quand même. Ah ouais, mais elles ont des droits, au fait. C'est vrai. Et de leur dire, mais elles ont les mêmes droits que nous. Tu comprends? Ça, c'est très, très bon. Mesdames, messieurs, on a les mêmes droits que vous. Mais voilà. Vous avez vu, non? Et c'est cette journée-là qui permet... Mais pendant longtemps, ils ont essayé d'occulter ça. Je ne sais pas si tu te souviens. On mettait juste le pagne, on défile. Oui, je me rappelle. On dit bonne fête, madame, bonne fête. Oui, ils ont confondu avec la fête des mères. On était biaisés. Par rapport à l'objet réel de la journée. Je me rappelle, moi, à Kinshasa, à Brazza, c'était des fêtes. Ce qu'on appelle les mouziki à Brazza, les coopératives de femmes. Voilà. Ça met le pagne et tout. On prend la salle au Grand Hôtel de Kinshasa. Et puis, c'est une faveur qu'on vous fait. C'est les hommes encore qui disent non, aujourd'hui, là, les femmes, vous pouvez travailler que jusqu'à telle heure. Et nous, comme on aime ce qui est chic, on dit merci. Et puis, on aime le gratuit. On aime le gratuit, on aime le show aussi. Voilà. Donc, cette journée permet, depuis, on a recadré, justement, c'est toutes les associations féminines qui se sont battues pour recadrer ça, pour dire, attention, il ne s'agit pas de la journée internationale de la femme, faire plaisir à la femme, non, c'est les droits de la femme. Donc, aujourd'hui, ça va déjà un peu mieux. Beaucoup mieux, je pense. Je pense que ça va beaucoup mieux, parce que nous, on est très sollicités dans les entreprises, dans les associations, pour venir expliquer, justement, c'est quoi les droits des femmes, pourquoi les droits des femmes, etc. Moi, je te pose la question, c'est quoi les droits des femmes? Alors, les droits des femmes, disons, c'est les droits qui sont liés à la spécificité de la femme. C'est-à-dire? Par exemple, le droit à la santé sexuelle reproductive. Tu me diras, les hommes aussi reproduisent. Ça veut dire quoi, la santé sexuelle reproductive? La santé sexuelle, c'est la santé qui est liée à notre capacité, justement, de reproduire, de faire des enfants. D'accord. Voilà. Donc, on a quand même une spécificité. Bien sûr. Parce que c'est nous qui portons les enfants. Bien sûr. Jusqu'à nouvel ordre. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Donc, bon. Donc, c'est nous qui portons les enfants. Et de ce fait-là, nous avons des spécificités. Nous accouchons, nous sommes enceintes d'abord. Donc, planning familial. Est-ce qu'on est obligé de tomber enceinte alors qu'on ne veut pas tomber enceinte? D'accord. Voilà. On a le droit de prendre une contraception. Alors. Voilà, exactement. C'est un droit? C'est un droit. De dire, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant. Ou j'ai eu... Je planifie mes naissances. C'est un droit.
D'accord. Donc ça, il faut que les femmes le sachent. Or, on a tendance à ne pas le savoir. C'est-à-dire C'est venu. C'est venu, tu es couché à la maison. Quand monsieur est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà nous. Voilà. 3 mois après, tu as accouché. 3 mois après, tu es encore enceinte. Et ça, c'est dur à gérer physiquement. Bon, moi-même, je vais pas dire que j'étais victime de ça, mais bon. Non, mais bon, voilà. Mais tu vois, non. Voilà. Mais je veux dire, c'est ça. C'est ce droit-là déjà, de pouvoir gérer notre corps. Et puis, tu es enceinte. Tu es tellement enceinte malgré toi. Tu veux pouvoir avorter. Tu devrais avoir le droit. Le droit à l'IVG. Tu devrais. Parce que quelqu'un qui est violé, une jeune femme. accordé dans tous les pays. Est-ce que c'est accordé en Côte d'Ivoire? De manière très restrictive. Au Sénégal? C'est-à-dire que c'est accordé si la mère est enceinte suite à un viol et si la santé de la mère est en danger. Mais le viol aussi, c'est pareil, c'est difficile parce qu'on te dit il faut prouver le viol. Souvent, tu constates que tu es enceinte là. Tu as déjà 3 mois de grossesse. C'est maintenant tu vas venir dire non, j'ai été violée. On va te dire oui, mais où est le certificat médical? Tu n'as pas porté plainte. Tu n'as rien dit. Certificat qui coûte 50 000. Qui coûte cher. Parce que ça, on se bat aussi pour ça, pour la gratuité. Mais les médecins aussi. Oui, mais les médecins aussi te disent mais nous, c'est notre job. Non, il y a trop de cas. Il y a trop de cas. Si on doit donner les certificats comme ça. Non, je suis parfaitement aligné avec les médecins. Donc parce ça, que c'est leur business. Il faut trouver un juste milieu. Donc tu vois, le droit à la santé. D'accord. Droit à l'éducation. D'accord. Les filles, pendant longtemps, ne mettaient pas les filles à l'école. Absolument. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Les filles et les garçons doivent être mis à l'école dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est respecté? On le voit en ville, mais est-ce que c'est respecté Parce qu'on pense que nos pays, c'est juste les capitales. Alors que nos pays, c'est quand même, il y a l'intérieur. Mais c'est plus l'intérieur même. C'est plus l'intérieur, la capitale, c'est... Voilà. C'est quand même respecté. En Côte d'Ivoire, on a un taux quand même de scolarisation de près de 80% des filles. D'accord. Sauf que c'est l'école primaire. Et puis, au fur et à mesure, plus on monte, et il y a de moins en moins de filles. Il y a de moins en moins de filles. Mais à la décharge des parents, moi, je t'avoue qu'après avoir sillonné un peu les villages et tout ça, je comprends les parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école après le CM2, par exemple. Pourquoi? Mais parce que les écoles sont loin. Les collèges sont loin. Ouais. Si ton enfant doit faire des kilomètres pour aller à l'école tous les jours, il n'y a pas d'internat. J'ai vu des jeunes devaient prendre le bateau pour aller à l'école. Dans des conditions... Les conditions sont difficiles. Il n'y a pas de transport. Ouais, tu comprends? Avec tous les risques que ça occasionne. Il n'y a pas d'internat. Donc, le collège est dans une autre ville. Tu confies ton enfant à qui? Après, on parle des grossesses scolaires. Tu ne connais pas la personne. Mais les grossesses scolaires, Nabou, je crois que ça vient de quoi? Ça vient de ça. C'est les pauvres petites qui sont peut-être confiées à des étrangers. Bon, des fois, même pas des étrangers, mais bon. Même des parents, même des parents. Oui. Voilà. Et qui tombent enceintes. Donc, si tu veux... Toi qui es le parent, père, mère, tu te dis, moi je préfère ne pas prendre ce risque. Elle est arrivée jusqu'au CM2, elle s'est lit, elle s'est écrit, attends, on va la marier. Bon, là aussi on tombe dans le mariage forcé. C'est interdit. Mais bon, il te dit, mais je préfère ça plutôt qu'elle va vagabonder. Parce que quand elle va en ville, là, après elle devient autre chose. Bon. J'ai un ami qui est civilisé qui m'a déjà dit ça de sa fille. Mais tu vois. Qui est en ville, pas forcément ici dans un autre pays. Ouais. Et qui m'a dit non, à l'école de ma fille, elle était à l'école française. Une de ses copines est tombée enceinte. Je ne veux pas que ça lui arrive, donc je la marie à 17 ans. Ben voilà. Bon. Wow. Est-ce que ça. Tu vois, en même temps, c'est mariage forcé. En même temps, tu peux comprendre le parent qui n'a pas envie de voir sa fille dévergondée et tout ça. Mais traumatisée, alors que ça aussi. C'est un traumatisme aussi. Mais c'est interdit en principe, le mariage forcé, c'est interdit. Mais tu vois, c'est des choses qui se font encore. Donc, tu vois, toi, je te dis droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'autonomisation. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de gagner ta vie. Mais ça aussi, on va te l'interdire. On dit non, tu es à la maison. On l'interdit même à des femmes intellectuelles. Intellectuelles, merci. Parce que tu t'es mariée, on dit bon, madame, toi, tu t'occupes des enfants. Mais même si. Moi, j'ai une de mes clientes qui m'a appelé hier. Ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas eu. On devait se faire un coaching, on ne l'a pas fait. Et puis hier, out of the blue, elle me dit, écoute, je suis prête pour le coaching, avant-hier. Elle me dit, je ne peux pas te raconter ce qui m'est arrivé. Je me suis mariée avec un monsieur. Il m'a fait démissionner. Une fille brillante qui a vécu en France, super formée, super belle, super intelligente. Quelqu'un à qui ça ne peut pas arriver. Elle me dit, je ne comprends pas, je n'ai jamais été ce genre de personne. Et on peut tomber dans un piège. L'amour. Je pense que c'est le conditionnement dans lequel les femmes sont élevées qui fait que même si on a les clés, même si on a les informations, on tombe dans des pièges. Toutes. Je dis, t'inquiète ma chérie, ça arrive à tout le monde. C'est pas toi seul. Ça arrive aux plus aguerris, aux plus éveillés, soi-disant, d'entre nous.
Elle dit, j'ai laissé mon super boulot, j'ai laissé ma maison de fonction, j'ai tout laissé parce qu'il m'a dit ceci. Et je dis, faut pas te culpabiliser parce qu'en fait, c'est des choses qui nous arrivent à toutes. Ouais. On peut toutes se tromper, ça arrive à tout le monde. Parce que on est tellement... Même si on pense qu'on est, non, moi je suis une femme célibataire, je suis bien, on oublie que dans l'éducation, on nous a tellement dit qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme à part entière, une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme à part entière, ou une femme... Donc on a tellement limité la femme à sa fonction de procréation ou d'accouplement ou de mariage, que finalement, que tu sois, quel que soit, il y a une déconstruction très profonde à faire. À faire, très profonde. Très profonde. Et ça, Nabou, tu sais que l'exemple que tu viens de donner, c'est une forme de violence. Hein. Mais bien sûr, on a compris que c'était une violence. Mais bien sûr, elle est consciente. Voilà. Elle en est sortie. C'est une violence psychologique. Et aujourd'hui, on se rend compte que la violence psychologique est en train de prendre le pas sur la violence physique. Parce que tu vois, avant, c'était bon. On ne peut plus frapper. Frapper là. Les voisins vont sortir. Tout le monde va venir crier, tout le monde va t'amener au commissariat. Même sur Facebook, on va te filmer. On va te filmer. C'est dangereux. Tu sais que tu peux faire de la prison. Parce que les textes, quand même, sont là pour ça. Donc, du coup, tu frappes plus. Mais, comme on dit chez nous, on te mire. Tu vois, non? Les violences psychologiques. Psychologiquement, c'est terrible. Alors, tu m'as parlé des différents droits. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non, il y en a plein. Enfin, d'accord, mais les essentiels, c'est cela. Les plus. Maintenant, je voudrais... Tu parles de violence, je vais rebondir là-dessus. Ça m'arrive, je travaille souvent avec les Nations Unies, avec l'UNITAR, je donne des formations de formateurs en violence basée sur le genre. J'ai participé aussi au développement de chartes dans des entreprises sur les violences basées sur le genre. Et je me rends compte que les femmes ne savent pas toujours que certains comportements sont des violences. Je me rappelle, je donnais des cas, je fais des études de cas, des case studies, des cas. Est-ce que tu peux nous aider aussi et nous dire c'est quoi les violences? Qu'est-ce qu'on met dans les violences basées sur le genre? Bon, déjà, on connaît les violences classiques. Hein, oui, non, frapper, ça on connaît. Voilà, viol, tout ça, harcèlement. Non, mais les gens ne savent pas que le viol, c'est le non-consentement. Non-consentement. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a aussi l'histoire de consentement. Il y a le consentement. C'est fondamental. Voilà, ça part de là. Je pense que c'est important. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ça part de là parce que... non, tu as tout à fait raison d'insister là-dessus parce que tout part du consentement. Parce que même les violences... Je veux dire, si tu es dans une relation sado-maso, bon, c'est consenti. Bien sûr. Tu veux qu'on te frappe, tu veux qu'on t'attache, tu veux... Bon, c'est toi qui as cherché. Ça, c'est toi qui as cherché. On va pas te... Tu vois. Mais ça part du consentement. Est-ce que je veux que tu me poses cet acte-là, justement? Tu vois, même le viol, quand tu dis le viol, par exemple, entre époux, quand je dis ça, les gens me disent... Ah, le viol conjugal existe. Voilà, les gens me disent, comment ça? Aïe, tu es marié, c'est le devoir conjugal. Non, c'est pas le devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'est avec oui, je veux, oui, tu veux. C'est nous deux. C'est pas un qui veut et puis l'autre ne veut pas, non. Mais comment tu prouves un viol conjugal? Bon, difficile, mais souvent, le viol, de toute façon, se prouve de manière physiologique. C'est-à-dire que tu connais, nous, les femmes. Bien sûr. Voilà, physiquement. Si des fois, on va 50 000. Bon, c'est ça. Si tu as été agressé sexuellement, tu as quand même des lésions, tu as quand même... voilà. Mais si tu n'as pas 50 000, tu ne peux pas le prouver. Oui, mais parce que justement, le consentement, Nabou, dans une relation sexuelle pour une femme, on sait quand elle veut. Quand tu ne veux pas aussi, on sait. Tu veux pas aussi, oui, parce que c'est tout le corps. C'est physiologique. Oui, voilà. Donc, forcément, tu as des blessures, tu as des choses, mais qu'il faut faire constater immédiatement. Parce que la force d'une femme aussi, elle se régénère très vite. Elle se régénère très vite. La kinesthésie, ouais, le corps se remet. Le corps se remet. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu peux plus dire j'ai été violée, on voit plus de traces. Nous, comme ça, là, on a accouché, on dirait pas. Tu as vu, non? C'est ça, on se régénère, en fait. Donc, c'est là où c'est difficile. Mais c'est vrai, le consentement. Et donc, les violences psychologiques, les violences verbales, tu vois, parce que tous les jours, on va te dire, mais tu es moche, quitte là-bas, tu vaux rien. Tu vois, voilà. Des humiliations, des vexations. Tout ça, ça fait partie des violences. En fait, quand la situation, mais comment te dire ça, quand les actes te mettent dans un inconfort, tu vois, te mettre dans un inconfort, te mettre dans une quand tu n'es pas aligné avec ce que tu es, voilà, et que tu fais quelque chose pas vraiment avec ton consentement. Voilà, c'est-à-dire que il faut savoir dire non. Non, voilà, par exemple, même au travail, tu vas le matin, tu te lèves, tu as la boule au ventre.
Au lieu d'être content d'aller au travail, te saper, tout ça. C'est qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. C'est Il y a pas un normal. harcèlement, Il y a quelque chose. un mal-être. Il y a un mal-être. Donc, si tu ressens ça, il faut t'interroger. Pourquoi j'arrive au travail, j'ai des sueurs froides, je commence à trembler, je suis un peu, voilà, comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Qui me rend dans cet état-là? Là, maintenant, tu vas te rendre compte. Peut-être c'est un collègue, peut-être c'est ton patron, ou bien peut-être c'est l'environnement même. Voilà. En fait, tout ça, tout ce qu'on fait là, c'est pour que chacun doit être bien. Chacun doit se sentir bien dans sa peau. Tu comprends? Une autre personne ne doit pas te faire sentir mal. Je comprends. Tu dois être au contrôle de ton bonheur. Le droit, là, c'est ça. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit à ton bien-être. Si quelqu'un ou quelque chose t'en empêche, il y a problème. Et quels sont les recours aujourd'hui des femmes en cas de violence psychologique? Alors, en cas de violence psychologique, c'est difficile à prouver. Ça, c'est vrai que c'est difficile à prouver. Mais tu peux aller voir un spécialiste, un médecin, un psychologue. Il faut même aller voir. Et lui pourra déjà établir un rapport médicalement. C'est pris en charge? Comment est-ce que... Parce que moi, j'ai été confrontée à une malheureusement pas pris en charge le plus souvent. Les psychologues, non. Tu vois, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. J'ai une amie qui m'a appelé une fois, qui m'a dit, écoute, il y a une jeune dame qui a été piégée sur Facebook, qui est partie à un rendez-vous et qui s'est retrouvée, elle a été violée, gang rape, par plusieurs personnes. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de... Il y a une association qui va la prendre en charge, mais il faut au moins une contribution de 15 000 francs pour qu'on puisse effectuer son suivi psychologique. Donc, j'ai contacté une personne d'une association qui m'a dit, voilà, nous, on fait ce qu'on peut, mais les psychologues aussi, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui ont besoin de leur argent, ce qui est tout à fait normal. C'est pas, ils ont fait des études, c'est pour nourrir leur famille et tout. Donc, moi, je me rappelle, j'avais fait une petite contribution, Mais c'est ponctuel. Pour qu'elle puisse faire un suivi psychologique. D'ailleurs, qu'elle n'avait même pas vraiment fait, la fille. Donc, il y a aussi le suivi. Les victimes ne font pas le suivi psychologique non plus. Elles vont une fois, ou bien après, non, j'ai pas le temps. C'est important. Elle trouve que c'est pas important. Mais elle se rend pas compte des traumas qu'elle a et que ça a un impact sur toute sa vie de femme. C'est ça. Et quels sont les accompagnements aujourd'hui que les États font? Mais justement, j'allais en venir parce que tout le monde peut pas aller chez un psychologue, chez un privé. Donc, en principe, tu as les services sociaux qui sont là pour ça. Okay. Tu as les services sociaux qui sont là pour ça. Mais bon, force est de constater qu'eux-mêmes, ils n'ont pas trop de moyens. D'accord. Franchement, des fois, quand toi-même, tu vas au service social, toi-même, tu as envie de les prendre en charge parce que... Bon, on rit, mais c'est pas drôle. On rit, mais c'est pas drôle, mais c'est la réalité. Franchement, bon, il y a des efforts qui sont faits. Moi, je les admire tellement. Oui. Je les admire tellement, tous ceux qui travaillent dans ces services-là, étatiques, fonctionnaires. Ils gagnent pas beaucoup. Mais ils sont dévoués. Font un travail. Non, ils sont dévoués. Je t'assure, ils sont vraiment à l'écoute des populations avec leurs petits moyens. Et voilà, mais eux, je pense que vraiment les États gagneraient à améliorer leur statut. Parce que les personnes ont besoin. Les personnes ont besoin d'aller vers les services sociaux. Par exemple, même les enfants. Si on parle des femmes. Ça, là, je crois qu'on va faire une autre émission sur les enfants. Oui, parce que la majorité ça, c'est encore autre chose. Il y a une jeune dame qui avait fait une étude. Elle a dit que la majorité des viols, elle dit, est-ce que vous savez, c'est des enfants de moins de 10 ans. Mais parce que c'est intramuros. Oui, c'est ce qu'elle dit, c'est les voisins. C'est la famille. C'est la famille. C'est le cousin. C'est le gardien. Je t'assure. Donc ça, c'est une autre émission. On va en parler quand on parlera des droits de l'enfant. Sinon, là, on va commencer à pleurer. Oui, non. Non, je ris, mais c'est terrible. C'est horrible. La situation des enfants, c'est terrible. Aujourd'hui, les femmes, quel recours elles ont? Je suis violentée, je vais au commissariat. Déjà. Ok, quelle est la prise en charge là-bas? Là-bas, en Côte d'Ivoire, ce qui est bien, on a quand même au niveau on a un programme de lutte contre les violences basées sur le genre. D'accord. Qui est porté par le ministère de la Femme? De la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et qui vraiment a fait un travail, en tout cas de fond, depuis une dizaine d'années. Il y a d'abord un numéro vert, le 1308. 1308, que 1308, voilà, qu'on peut appeler si il y a une urgence et tout ça. Bon, je leur dis toujours, j'espère que votre numéro, là, il marche vraiment, hein, parce que, voilà. Apparemment, ça marche. J'ai vu des gens qui ont testé, ça marche. Oui, ça marche. Donc, appelez déjà ce numéro. Ensuite, se rendre au commissariat, dans lesquels il y a des officiers de police judiciaire qui ont été formés. Des points focaux, genre. Voilà, il y en a à peu près, dans tous les commissariats, il y en a aujourd'hui. Ils ont été formés pour ça. Parce que former, c'était important. Parce que quand tu n'es pas formé, tu ne sais pas ce que c'est. La femme arrive, elle est en pleurs, et tu te dis, c'est ta femme de ton mari, il faut retourner.
Ah, c'est ton mari, régler ça, tu vois. Bon. Et ça arrive, tu vois, au commissariat, le commissaire, je vois des témoignages comme ça, pas seulement en Afrique, en France, partout, les policiers disent, mais c'est ton mari, mais comment... Dans tout le monde entier, c'est pas spécifique, c'est pas une spécificité africaine. Mais le féminicide, là, les hommes qui tuent leurs femmes, là, c'est mondial. C'est pas qu'ici, c'est mondial. Là-bas, même, je crois que c'est pire, parce qu'avec le stress et tout ça, pendant le temps de Covid, ah oui, non, ça a été horrible. Ça a été horrible. Ça a été horrible. Les VBG, le taux de VBG a augmenté. Moi, j'ai des femmes parce que les gens se sont retrouvés. J'en peux plus de mon mari. Mais oui, mais parce que les gens se sont retrouvés à vivre entre quatre murs. En vase clos. 24 heures sur 24. Oui. Parce que là, quand il n'y a pas Covid, ça va. On va au travail, tu peux évacuer, tu travailles. Tu viens, bon, le gars devant la télé, bon, toi, tu fais autre chose. Bon, tu vois, ça passe. Mais là, on dort, on se réveille, on mange, on est ensemble. 24 heures sur 24. Mais les gens se sont tués. Les gens se sont tués. En Europe, les gens se sont tués. Donc ça, les taux de féminicide sont très, très importants. Même ici, la semaine dernière, il y a eu un cas... ah oui? Je ne suis pas au courant. Un cas, c'est passé. C'est un cas aussi d'un homme... c'est toujours pareil, en fait. Ils avaient eu déjà des disputes, des violences. La femme est partie, la famille a demandé pardon. Tu sais comme d'habitude. Les familles en renvoient leurs filles vers la mort. Merci. Juste parce que le statut de femme mariée est un statut donc qui... tu disais, il faut déconstruire. Il faut déconstruire. Une femme, elle est entière. Peut être célibataire, un homme peut être célibataire. Où est le problème? C'est pas la fin du monde. Où est le problème? Une femme peut être sans enfant, un homme peut être sans enfant. C'est pas grave. Ça, tu vois, dans nos sociétés, là, il faut vraiment qu'on lutte contre ça. Et donc, tu m'expliquais l'histoire de la femme. Et voilà, et donc, ils ont repris, et une dispute, et voilà, monsieur, il a fini par la tuer, en fait, finalement. Et ça, c'est récurrent. Et j'ai vu une histoire aussi récemment, une femme enceinte qui s'est fait poignarder par un jeune de 12 ans, et le garçon a dit que c'est son mari qui l'a envoyé pour poignarder la dame. Elle a été sauvée in extremis. Je ne sais pas dans quel quartier d'Abidjan. Donc, c'est... Non, les violences intramuros, là, c'est ce qu'on appelle les violences domestiques. C'est un peu... voilà. Bon, les gens sont stressés, ils ont des problèmes. Donc, je veux dire, la femme est un peu... Punching ball. Et justement, dernièrement, j'ai rencontré une jeune association qui est assez intéressante. Ils veulent former les femmes à la boxe. Oui, self-defense. Très important. Oui. J'apprécie beaucoup ce genre Tout à fait. Je leur ai dit, mais oui, c'est une très belle initiative. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir... voilà. Tu vois. Et puis, que les femmes sachent que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des femmes qui se disent, mais c'est mon mari. S'il m'a frappé, J'ai entendu pire. Je vois des femmes dont les maris violent les enfants. Et j'ai vu ça partout dans le monde. J'ai vu pas mal de témoignages. Elle dit, mais c'est mon mari, même si c'est son père, quoi. C'est mon mari. Tu vas pas venir le statut de mettre le désordre dans mon mariage alors que c'est son enfant. Le chef de la famille, là. On a enlevé ça dans les textes, mais... Dans la tête, c'est ancré. L'homme peut tout faire. Il a droit de vie et de mort sur toi. Exactement. Pourquoi Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un recul. Est-ce qu'il n'y a pas un recul? Parce que moi, je me rappelle que moi, je suis issue de familles de femmes qui se sont battues. Je ne sais pas si tu connais Fatousso. C'est ma tante. Toutes les femmes, la première femme journaliste, Annette Maïderneville, toutes ces femmes qui... ma tante était la deuxième psychologue, mes deux tantes, première et deuxième psychologue du Sénégal. Donc, je me dis... Je suis issue d'une famille de femmes assez émancipées qui se sont battues pour les droits des femmes dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est complètement en arrière. La femme redevient, c'est le retour de la femme objet et la revendication de la femme objet et la revendication de ce qu'on appelle le tradwife, la femme traditionnelle. Donc, d'où ça vient, ça, selon toi? Ça, je t'avoue qu'il y a une réflexion à mener dessus. Parce que même nous-mêmes, qui sommes justement des activistes, des féministes, des femmes battantes, moi, c'est la même chose dans ma famille, c'est pareil. Je suis issue d'une famille de femmes battantes et tout. Et tu te dis, mais aujourd'hui, pourquoi ce recul? Bon, je pense que d'abord, il y a l'éducation. L'éducation qui joue un grand rôle. Il y a eu un gap. Il y a un moment où... Les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Je pense qu'il y a toute une génération. Il y a toute une génération où, justement... ces femmes battantes, pas ont disparu, mais se sont mis en retrait. En pensant qu'il y avait une relève. Voilà. Et je pense qu'il y a un gap. Il y a eu un gap. Voilà. Donc, il y a une étude à mener là-dessus, parce qu'il y a eu un gap et des parents qui ont démissionné. Tu vois, des parents qui ont démissionné, qui ne se sont plus vraiment préoccupés de l'éducation de leurs filles, notamment, et qui étaient plus préoccupés par des valeurs matérielles.
Voilà, parce que comment tu peux expliquer que toi, ta fille, elle est vêtue d'une certaine manière, elle a le téléphone dernier cri, Et tu sais pas d'où ça vient. tu sais pas d'où ça vient, tu lui poses pas question. Alors que nous, là, Et même stylo de quelqu'un, tu ramenais, on te chauffait. on te chauffe. On Quand te tu as dit un d'où habit, vient le stylo, là. D'où vient cet habit? Habit, tu vas amener habit là où? Habit où? Mais on va te régler ton compte correctement. Voilà. Non, donc même les bijoux, les choses, non. Non, Donc il y a bijoux, des je choses peux qu'on pas. avait, moi je me souviens, on se cachait même, on Pour portait moi- ça dehors. Bien sûr. C'est quand Pareil. tu sors que tu portes Bien la chose sûr. et puis bon, voilà. Tu pouvais pas. Sinon, tu peux pas. Tu vois, donc je pense qu'il y a eu ce gap-là, les années 90, tu sais, ça a été les années multipartisme et tout ça, c'est vrai, démocratie et tout. Un genre de vent de liberté entre guillemets. Ce côté-là, du coup, L'éducation a pâti. et voilà. Et il y a eu les années blanches aussi. Il y a eu les années Dans beaucoup blanches. de pays, hein, je parle Oui. au Mali, depuis 91, Voilà. Et je Sénégal, pense qu'on n'a pas vu, c'est un peu le revers de la médaille. de la médaille. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut se ressaisir, il faut... Mais c'est pas facile. C'est Non, pas c'est facile dur. parce qu'avec les nouvelles technologies... Voilà, je voulais que les tu réseaux. en parles, justement. Parce Parce qu'il y a aussi une représentation. Ces femmes qui se sont mises en retrait ne sont pas, elles n'ont pas pu surfer sur la vague des elles nouveaux sont médias. pas modernes. Des nouveaux médias. En griffe. Voilà, elles se sont pas présentées, d'où pourquoi c'est important que des femmes comme toi et moi soyons visibles, et d'autres femmes Oui. qui sont tout à fait visibles, qui sont des modèles, et qui permettent de voir que je n'ai pas besoin de me décaper la peau, j'ai pas besoin d'être ceci, cela, j'ai pas besoin d'être cela, j'ai pas besoin d'être ceci, cela pour être quelqu'un qui compte. Exactement. Je n'ai pas besoin forcément de la reconnaissance de l'extérieur pour de la validation. Exactement. Parce que ce besoin de validation vient aussi avec les réseaux sociaux. Le besoin de like, le besoin de parler, liker, et le fait de prendre à cœur le fait de ne pas être validé. Ouais. Parce le problème, c'est qu'on s'expose aujourd'hui sur les réseaux. Absolument. Aujourd'hui, il faut s'exposer. Donc, pour t'exposer, il faut t'exposer sur ton meilleur jour. En tout cas, moi, je me fais jolie quand je viens faire mes vidéos. Regarde, je me sape ça En de tout ce cas, tu es côté-là. chic. Toujours. Mais ça ne veut pas dire que ça ne tourne pas dans mon cerveau. Voilà. Mais à la Ça ne limite, doit pas être la seule chose qui doit compter. ça doit pas être la seule chose. Et puis, il y a les stéréotypes. Tout le monde ne doit pas avoir la même coiffure lisse. Tu vois, moi, voilà, j'ai des tresses. Et moi, j'ai un foulard. Et voilà, tu as un foulard. Des Tout le monde ne doit pas avoir les cheveux à l'indienne. Les fameuses perruques. Qu'on n'a pas naturellement. Je ne suis pas contre, hein. Des fois, Oui, c'est moi, joli. je me dis que la femme, pour moi, Mais tu dois être multifacette, Voilà. en fait. Une femme, elle est multiple. Voilà, Il n'y a pas multiples. un modèle de femme. Je Et- ne condamne personne. Non. Pour moi, ma vision à moi du féminisme, c'est de laisser les femmes, elles ont le droit d'être qui elles veulent. Qu'elles veulent. On ne peut pas mettre le féminisme qui dit oh, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, Non. c'est pas moi. Par exemple, les femmes sexy. Il y a des Moi, femmes je qui valide sont- qu'elles il y a ont des le droit femmes qui d'être sont- sexy. Elles ont le droit d'être Non, sexy. moi je dis que tu as le droit de te promener en maillot Voilà. de bain si tu veux, nu, Tu c'est as le ton droit d'être problème. sexy, c'est ton si problème. tu es bien dans ta peau, Exactement. c'est ton problème. Tu vois. Et Tu vois En fait, la journée internationale des droits de la femme, là, ça doit être ça. Revendiquer le droit d'exister, le droit d'être qui on veut être. Tu trouves pas que c'est un peu folklorique? Moi, j'appelle ça la fièvre du 8 mars. Je t'assure. Et tout d'un coup, tu as des gens qui t'ont pas appelé et qui te disent ouais, c'est le 8 mars. Moi, Non, j'aurais mais c'est aimé, les hommes. que ce soit toute l'année. Mais c'est tout. ça Et j'ai eu à devrait. faire un programme avec certaines entreprises, notamment au Mali, en Côte Magnifique. d'Ivoire, des programmes de leadership L'année. sur toute l'année, des programmes consistants. Et je leur dis, j'ai une société qui fait de la formation et de l'accompagnement. Je suis une entreprise. Au FDFP, d'ailleurs, j'ai la spécificité genre. Si vous voulez qu'on vous développe des programmes concrets, nous sommes en mesure de le faire. Magnifique. Mais venir parler, je le fais, aller parler parce que pour des entreprises, etc. Mais je le fais parce que je me dis peut-être ça va leur ouvrir les yeux et leur permettre de se dire on peut développer un programme à plus long Je terme. peux être consultante dans ton entreprise. Tu es consultante déjà toi-même, tu sais. Ça, c'est français. T'as vu, c'est comme ça on fait, j'ai l'honneur. Tu as vu, non? Mais c'est comme ça, on Mais fait. c'est oh. comme ça. Ah, moi, je me gêne pas. Quand c'est comme ça, je dis. C'est comme ça qu'on Non, crée mais des parce que synergies moi, c'est ça que professionnelles. j'aimerais faire, justement. Absolument. Le faire vraiment en continu. Mais je pense que c'est important. Pas juste de manière, voilà, 8 mars. Parce qu'on n'a pas épisodique. l'aspect droit. C'est vrai que je suis surplus sur l'aspect soft skills, mais je pense que l'aspect droit Important. doit être inclus. Inclus. Tu vois, dans les Inclus. formations que Inclus. nous donnons, etc. Surtout qu'il y a beaucoup de textes de loi, les gens doivent savoir qu'est-ce que la Exactement. loi dit. Je pense que c'est important ce que Ouais. tu dis et merci pour Ouais. ça. Et dernièrement, j'ai été sollicité par une entreprise qui me disait les droits de l'enfant. Je crois que je t'avais Ouais, même sollicité. tout à fait. Je t'avais dit est-ce que vous faites les droits de l'enfant? Tout à Bon, ils fait. m'ont pas contacté, mais j'ai le TDR d'ailleurs. Parce qu'il y a des lois Je- et il y a des sanctions. Parce qu'il faut que les gens Exactement. sachent qu'il y a des sanctions. C'est pas juste dans la bouche comme ça pour dire non, on est fâché, on va à la police. Quand on va à la police, là, c'est parce que la loi nous permet d'aller à la police et la loi permet de poursuivre l'auteur de la violence. Ah, tu vois, c'est Et, important. si. Et les peines d'emprisonnement,
Ça dépend évidemment du délit, de l'infraction, mais ça va de 3 mois de prison à 5 ans de prison, à 10 ans de prison, etc. Plus des amendes et tout ça. Donc ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que tu es en entreprise, quand tu rentres à la maison, tu frappes ta femme là. Voilà ce à quoi tu peux être. Et ça, c'est l'aspect les gens manque. Et je vais te partager le TDR. Je t'avais partagé. Non, pas encore. J'avais fait le programme. Tu m'en avais Je pense que c'est parlé. quelque chose qu'on peut. Bon, ils m'ont plus recontacté. Voilà. Mais même sur les droits des femmes, c'est quelque chose. Voilà, sur les violences. Non, les violences. Ça, je pense que. On a des modules sur les violences, mais pas sur les droits. Ouais. Donc, on a surtout qu'est-ce que c'est qu'une violence, comment ça se passe, comment ça se la dynamique du pouvoir, etc. Comment c'est sanctionné. Comment c'est sanctionné, ça c'est important. Voilà, ça manque. Et la question que tu as posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est victime? Est-ce qu'elle a des droits? Mais justement, tu es au cœur d'une affaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'affaire du taekwondo. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nos auditeurs sont... Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une jeune athlète de taekwondo, Mariama, pour ne pas la citer, donc, qui a été victime de harcèlement de la part de son entraîneur. Et donc, elle a porté plainte pour harcèlement sexuel. Ouais. Bravo à elle. J'ai vu qu'elle s'était exprimée sur Brut. Tout à fait. Elle a osé. Elle a osé parce que le procès a quand même duré plus d'1 an et demi. Okay. Avec l'instruction et tout ça. Tu étais son avocate? J'ai été son avocate, mais malheureusement, elle m'a saisie à la dernière minute. Ah, ok. Et en réalité, c'est grâce à la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Coucou la Ligue, bravo voilà, ce que vous faites. C'est eux qui m'ont contacté. Parce qu'ils l'ont accompagné, mais ils se sont rendus compte que à la justice, ils étaient limités. Il faut un avocat. Il faut un avocat. Et ils m'ont contacté et j'ai accepté évidemment tout de suite de la représenter, de l'assister gratuitement. Bien sûr, en pro bono. Voilà, en pro bono. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est dommage qu'on m'ait saisi à la dernière minute? Parce que devant le tribunal, les faits ont été dilués, ont été qualifiés de harcèlement moral au lieu de harcèlement sexuel. Il y a eu du sexuel. Bon, quand tu regardes le dossier, c'est du sexuel. On peut pas dire c'est du sexuel parce qu'en fait il n'y a pas eu d'attouchement, il n'y a pas eu de voilà, tu vois. Bon. Mais en même temps, si tu veux, le juge, il juge les faits, il juge pas le ressenti. Tu comprends? Et les faits, c'était quoi? C'est-à-dire que cet entraîneur-là, vraiment, il a harcelé, mais via les réseaux, via WhatsApp, des messages et tout et tout. Il lui a envoyé des messages. Il lui a envoyé des messages, genre tu es belle, vraiment à l'entraînement aujourd'hui, là tu m'as excitée. C'est du sexuel. Oui, mais en même temps, c'est des messages. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est des messages et qui étaient effectivement répétés, etc. Et surtout qu'il y avait des conséquences. Parce que quand elle allait aux entraînements... Elle est comme ça, elle a la boule au ventre. Non seulement elle est comme ça, mais le pire, c'est qu'aux entraînements, il en rajoute. C'est-à-dire que, vu qu'elle n'a pas répondu favorablement, il la met sur le banc de touche. Ça la défavorise. Il la met sur le banc, il la sélectionne pas. C'est l'entraîneur. S'il te dit, quand elle dit, mais maître, vraiment, il dit, mais non, mais tu es nul. Ce sont plus ses compétences qui jouent. Tu n'es pas performante. Ça veut dire qu'il y en a d'autres peut-être qui ont accepté. Il y en a d'autres qui ont accepté, on sait. Elles n'ont pas voulu témoigner. Donc, il y a eu effectivement des jeunes femmes qui ont accepté, qui ont donné des faveurs physiques. Oui. Mais bon, c'est leur droit aussi. Elles n'ont pas voulu témoigner. Je les comprends, oui. C'est difficile. Elle te dit, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis je suis passée à autre chose. Donc je ne veux pas venir m'exposer. Bien sûr, je les comprends parfaitement. Voilà. C'est pas facile à porter. Voilà. Mais ça, si tu veux, si on avait eu ces témoignages, peut-être que ça aurait renforcé. Mais le juge a quand même condamné pour harcèlement moral. Comme j'ai expliqué à Mariama, sur le principe, moi, je suis satisfaite parce qu'il a été condamné à 6 mois de prison ferme et une amende. Léger, hein. Bon, écoute, il y a pire mais que au ça. moins, il y a eu, elle a osé. Voilà. Il y a eu procès. Il y a eu procès. Il y a eu condamnation. Donc ça ouvre la porte. Ça, c'est une grande première. Voilà. Et je peux te dire que du coup, j'ai été contactée par d'autres athlètes dans le domaine du foot. Dans le domaine hommes et femmes ou femmes pour le moment, mais les jeunes filles, tu sais, souvent les parents viennent, ils confient leurs filles, oui, bien sûr, voilà, et tout, et puis elles ont des talents, comme j'ai dit, l'entraîneur se transforme en prédateur. Bravo pour l'affaire de Mariama. Merci, en tout cas, vraiment merci. On espère que les femmes vont oser ouvrir la parole. Voilà, non seulement ça qu'elles vont oser, mais surtout que ça va servir de leçon aux entraîneurs qui vont essayer de faire un peu plus attention. Et la fédération de taekwondo, avant même d'avoir la décision, ça quand même, il faut que je le souligne, ils nous ont contactés au niveau de l'association pour qu'on puisse venir justement leur faire de la sensibilisation, de la formation sur ces questions. de l'association de taekwondo, oui, tu vois, parce que
pour eux aussi, ils sont quelque part victimes parce que c'est leur réputation. La fédération est entachée. Est entachée. Bien sûr. Et le président de la fédération vraiment nous a contactés pour qu'on puisse vraiment venir les accompagner, les sensibiliser. Parce qu'effectivement, des fois, ça peut être l'ignorance aussi. Hein. C'est l'ignorance. Voilà, les gens ne savent pas que ce que je fais là. Parce que, mais c'est quoi? Je l'ai un peu dragué là. Quel est le problème? Oui, non, mais tu sais que moi, j'ai eu une discussion une fois sur les violences. J'avais organisé une discussion au bureau il y a 4-5 ans, je sais pas, un peu plus longtemps, avant le Covid en tout cas. Et j'avais invité plusieurs personnes. C'est une discussion à huis clos. Et c'était pendant les 15 jours d'activisme, en fin novembre. Ouais, il y a 5 ans, je crois, 6 ans. Et il y a un monsieur qui est venu et on parlait. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné. Elles ont été victimes de violences sexuelles, de harcèlement. Mais c'était vraiment à huis clos et c'était en sécurisé. Donc, c'était pas filmé ni rien. Et il y a un qui dit, nous, on ne savait pas qu'on violait les filles. Il me dit, on allait avec des amis, on allait s'amuser. On dit, ah, viens, la fille là, machin. Et ils étaient à plusieurs et ils n'avaient pas conscience du mal qu'ils faisaient. Et entendre ça de la bouche d'un homme, ça m'a touché parce que je me dis, waouh. Et il dit, il se rend compte que c'était... Il n'y a pas d'éducation sexuelle aussi. Voilà. Le manque d'éducation sexuelle Avant, fait que... Avant, il y avait... Moi, je me rappelle, il y avait l'éducation civique, il y avait tout, l'éducation sexuelle. Je me rappelle quand j'étais, en tout cas, en 6e, on faisait le drapeau. On avait l'éducation sexuelle civique en 6e, où j'ai fait ma 6e ici, en Côte d'Ivoire, à l'époque, à Mermoz. Et je me rappelle qu'on avait tous ces cours-là. Donc, je me rappelle ma prof, Madame Servi, les profs d'éducation civique et tout. On faisait le lever du drapeau. Il y avait une conscience. Comment on fait les enfants, tout ça. Tout ça, là, on avait ça. Et maintenant, le manque de savoir fait que les gens font des choses. Ils ne se rendent pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir. C'est pour ça qu'on doit aussi beaucoup parler à nos enfants, garçons comme filles. Comme filles. L'éducation. L'éducation sexuelle, mais pas l'éducation sexuelle qui leur explique. C'est encore tabou. Oui. Combien de parents parlent de ça avec leurs enfants? Nous-mêmes, on ne parle pas. C'est un peu chaud. Même nous, on ne parle pas avec nos enfants, tu parles. Mais on sait qu'il y a des gens qui leur parlent. C'est un peu chaud. C'est chaud, hein? Alors toi, Francine, tu es avocate aujourd'hui. Tu portes beaucoup de combats. Les compétences pour faire du droit, pour être avocate, c'est quoi? Parce que ton parcours, si, il faut qu'on en parle. Hein? Alors, écoute, déjà, il faut faire des études de droit. Donc, il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac, il faut aller à l'université, faire des études de droit. Pour être avocat spécifiquement, après, il faut passer le concours, un examen d'avocat. Et puis, une fois qu'on a l'examen d'avocat, le CAPA, voilà, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et une fois qu'on a le CAPA, on fait un stage dans un cabinet d'avocat. Et puis après, on est... Quelles sont, selon toi, les compétences comportementales, humaines, les soft skills, les compétences qu'il faut avoir, au-delà des compétences juridiques, pour être un bon avocat? Bon, ça, c'est pas une question facile, parce qu'en réalité, l'avocat, il représente l'être humain dans toutes ses facettes. Tu vois, donc ça demande en fait d'avoir toutes les qualités. Non, mais il y a des mauvais avocats et puis il y a des bons avocats. Mais justement. Il y a des avocats inhumains et il y a des avocats humains. Mais voilà. C'est pour ça que je te demande les bons avocats. Les avocats, moi je pense que les bons avocats sont les avocats humains. Pourquoi je te dis ça? Parce que il faut déjà savoir écouter. L'écoute. L'écoute. D'accord. Il ne faut pas avoir de préjugés. Donc le non-jugement, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Et ça, c'est tous les jours, c'est vérifié. Parce que des fois, tu vas avoir arrivé quelqu'un dans ton cabinet, il est habillé vraiment presque comme un mendiant, ça fait rien, tapette, tout ça. Tu vas le recevoir, tu vas dire, bon, bref, ok. Bon, je le reçois, machin. Puis tu dis, bon, je vais lui donner des honoraires un peu, truc, pour que le gars, tu vois, non. C'est lui-même qui paye. Je dis, il soulève, comme on dit, l'argent d'un boubou, là. Oui. Moi, j'ai vu ça quand j'avais un magasin. Mais oui. Les gens qui venaient bizarrement au magasin, c'est eux qui payaient le mieux. Mais oui. Les sapés, là, c'est eux qui n'avaient pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils ne veulent pas te payer. Tu vois, donc il ne faut pas avoir de préjugés. Il faut avoir de l'empathie. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Quand les gens viennent t'expliquer leurs problèmes, faut pas banaliser. Rien n'est banal. Voilà, même si pour toi, tu te dis, oh, ça c'est un petit problème, mais pour la personne, si elle est venue te voir, c'est parce que c'est un problème important. Voilà, donc je pense que c'est toutes ces qualités-là. Et puis évidemment, savoir s'exprimer aussi, parce que si tu ne sais pas t'exprimer correctement... Mais vous êtes les veilles du français. Bon, concours de plaidoirie. D'ailleurs, la prise de parole en public, à la base, c'est les avocats. Ouais. Quand on parle de prise de parole aujourd'hui, c'était les concours de plaidoirie. Je me rappelle aussi, vous avez initié beaucoup de choses. Hein. C'est ça, savoir s'exprimer. Maintenant, tout le monde parle. Nous tous, on est dedans. C'est ça. Vous êtes plus doués que nous, même. Ouais, vous êtes là. Hein. Parce que nous, on ne sait pas forcément argumenter comme vous. Tu vois, donc c'est un peu tout ça. Voilà, c'est un peu tout ça. Et aujourd'hui, en tant que personne en entreprise, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais quelle est la compétence
humaine d'un juriste que je peux emprunter d'un avocat pour pouvoir me développer professionnellement? Je dirais aussi le sérieux. Le sérieux. Il faut être sérieux. D'accord. Voilà, dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu appelles sérieux C'est-à-dire, comment te dire ça? Le sérieux, respecter sa parole, être à l'heure, être ponctuel, être un modèle en fait. Tu es arrivé ici 45 minutes avant l'heure du rendez-vous. Tu as vu, donc. Heureusement que je suis arrivé avant l'heure aussi. Ma grande sœur, si, je la connais. Mais tu as vu, toi-même, tu as dit, ça c'est les avocats. Et pourtant, j'avais dit à Roland, j'ai dit, Roland, 8h30, déjà, j'avais raison. Tu vois? Donc, et tout ça, ça participe en fait du sérieux. Parce que justement, tu es quelqu'un de ponctuel, tu es quelqu'un qui respecte ses engagements, tu es quelqu'un qui est honnête, qui est intègre. Tu sais que si toi, Nabou, tu viens me confier ton argent, tu dis, bon, Francine, vraiment, voilà, j'ai 30 millions, garde ça pour moi. Tu sais que si tu reviens dans une semaine, je te donne tes 30 millions. Tu vois, bon, après, tout le monde n'est pas comme ça. Oui, mais ce sont les compétences que tu partages. Ce sont des compétences. Et qu'on peut copier. L'intégrité, la probité. L'intégrité, la probité, qui font que les gens, en fait, te font confiance. Parce qu'un homme de droit, un juriste, on doit te faire confiance. Les gens viennent t'expliquer leurs problèmes. C'est comme un médecin. Tu vas chez le médecin parce que tu as confiance en ce médecin. Si quand tu arrives là, on te dit, lui là, mon cher, il a déjà tué je ne sais pas combien de personnes, tu fais demi-tour. Tu fais demi-tour en même temps, tu pars, ouais. Tu fais demi-tour. Donc voilà, c'est un peu toutes ces compétences-là. Et être ouvert d'esprit, être humble aussi. Je pense que l'humilité, c'est important. Pourquoi est-ce que l'humilité est importante? J'aimerais que tu parles un peu plus de l'humilité. L'humilité, c'est important parce que tu n'as pas la science infuse. C'est vrai que tu es censé connaître le droit, tu es censé connaître les lois et tout et tout. Mais il y a des interprétations qui peuvent se faire que tu n'as pas forcément perçues. Ah oui, c'est vrai, parce que... Mais oui. C'est vrai que vous êtes toujours en train d'étudier des cas, des jurisprudences, etc. C'est pour ça que le contradictoire, pourquoi il y a deux avocats qui sont en face? Moi, j'ai une manière de lui, comprendre. il a une manière d'apporter, il a une autre manière. Et il y a le procureur. Et le juge aussi a sa manière de... C'est lui qui va trancher pour dire, bon, toi, la manière dont tu vois là, c'est ça qui est juste. Ou bien vous deux là même, c'est pas comme ça, voilà comment il faut voir. Donc, si tu n'as pas cette humilité intellectuelle, mais tu vas pas t'en sortir. Tu vas sortir d'un procès, tu vas passer. Aujourd'hui, tu gagnes. L'humilité intellectuelle. Vous avez entendu? Aujourd'hui, tu gagnes, demain, tu perds. Absolument. Ah oui, l'avocat, c'est ça. Hein. Et ça, tu gagnes, demain, tu perds. Ça me parle beaucoup parce que, bon, je ne suis pas avocate, mais ça me parle beaucoup. Mais oui, mais c'est dans la vie, comme tu dis. Dans la vie, parce qu'avant, quand on ne me choisissait pas ou quand je faisais un appel d'offres, je me mettais mal. Puis je me suis dit, mais pourquoi? Ça ne peut pas être forcément moi. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. Demain, ce sera mon autre. Et ça a complètement changé ma perception. Humilité intellectuelle. Et cette humilité intellectuelle, je ne l'avais pas forcément il y a 20 ans et je l'ai cultivée avec le temps. Exactement. Parce que quand on sort des... Il y a un truc, quand on sort, on pense que parce qu'on a des grands diplômes, on est une grande personne. Alors que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu la chance de très vite le comprendre, parce qu'en fait, en tant qu'avocate, je pense que tu le comprends très vite, parce que les procès font que... Et vous, là, vous êtes toujours en train d'étudier. Rapidement, tu vois, non. Et moi, j'ai eu le premier procès que j'ai défendu, c'était une dame, un cas d'adultère. Et la dame, donc, elle disait qu'évidemment, elle était victime. Son mari avait porté plainte contre elle pour adultère. Parce que tu sais que l'adultère, c'est pénal encore. Hein. Ah oui, ça c'est important. Tu peux poursuivre. Mais c'est pénal dans les deux cas? Dans les deux cas. Maintenant, c'est devenu... Enfin, mais pourquoi est-ce que... C'est récent, les deux cas. Sinon, avant, là... Les hommes, c'est quand? Depuis quand? Non, c'est-à-dire que la femme... pour adultère, il fallait qu'on te trouve juste avec un homme. Mais les hommes, il faut enfant dehors. Les hommes, il fallait que ce soit récurrent, fréquent, mais au domicile et tout. Bon. Parce que les hommes, eux, ils font enfant dehors. Mais oui. Beaucoup. Beaucoup. On vous en veut pas, hein? Donc, mais on vous en veut mais nous aussi, tu sais, des fois, on fait enfant dedans. Mais ça, je sais, hein? Ah, ça, je le sais, je le vois. Tu vois, non? J'ai vu un reportage où il y a un pourcentage... Le pourcentage d'enfants qui ne sont pas réellement de leur père est énorme aussi. Hein. Et donc, on ne va pas attaquer que les hommes. Hein. Voilà. Et donc, je reviens à ce procès-là où la dame, donc, elle me disait, oui, voilà, c'est pas elle, bref. Et au cours de l'instruction, il s'avère que elle a menti. C'était vraiment elle. C'était mon premier procès, donc moi, j'étais vraiment la jeune avocate. Et elle t'a menti? Elle m'a menti. J'ai un professeur, le bâtonnier d'Hervin, qui nous disait, votre premier ennemi, c'est votre client. Ah oui? Ben oui, parce qu'ils ne nous disent pas la vérité. Et donc, moi, j'ai plaidé tout ça, la pauvre femme, que le mari, dont le mari donc veut toi, se débarrasser. Tu avais pris l'affaire. Mais je te dis, t'étais jeune, là. J'ai dit jeune, non, le mari veut se débarrasser d'elle, il cherche un motif de divorce, d'adultère, pour pouvoir la divorcer et tout et tout. À la fin, pour que la femme dise non, en fait, j'ai fait. Ah, Manangaï.
Donc, je demande suspension Ouais. d'audience. Et le juge, à l'époque, il avait un petit sourire. Il me regardait genre... Genre, tu es une Bienvenue. bleue, tu es bienvenue dans l'arène. Bienvenue. Et ça... Et comment tu l'as vécu émotionnellement? Ouais, émotionnellement, c'était difficile. Et après, bon, sentif. mais j'ai tiré les leçons. Je me suis dit, ah ouais. Donc, quand quelque chose arrive, c'est L'humilité, important de tirer des leçons de chaque tirer situation. les leçons, l'humilité intellectuelle. Et puis, voilà, savoir que ton client ne te dit pas toujours tout. Donc, il faut doser. Et ça, je pense, ça arrive dans beaucoup de business. Bon, Mais on n'est oui. pas dans le droit, mais je veux dire... Oui, mais bien, c'est le client ne dit pas toujours tout. toujours tout. Mais même chez le médecin. Même ton supérieur ne Quand te dit tu pas vas chez toujours le tout. docteur, c'est tu dis tout. Non, il n'est pas tout d'air. Des fois, tu es là, tu as pris, c'est parce que tu étais saoulé la Docteur, veille, pardon. tu as pris une cuite. Pardon, et puis mon tu arrives docteur. là, tu Non, dis je bois non, pas j'ai d'alcool, mal Dieu à la merci, tête, mais j'ai tout pas ça. non, j'ai pris du sucre. Nous autres là, dis non, j'ai mal à la tête, je crois que je fais un palu et tout. Oh, c'est parce que tu as bu. Bon, maintenant, Francine, quels sont tes secrets de jeunesse? Parce que tu es, tu veux dire, you don't look a day after 40. Oh, thank On te donne pas you. plus de 40 ans, non? Tu es Thank you, magnifique. darling. Tu es magnifique. Attends, les jeunes filles n'ont rien à t'envier, là. Oh bon, écoute. J'ai vu tes filles, c'est des femmes, quoi. Je t'assure. Des médecins, Ouais. tu as les 5 métiers, là, chez toi. Qu'est-ce que c'est que d'être une mère avocate? Alors, une mère avocate, c'est une mère qui ne dort pas beaucoup. Qui ne dort pas beaucoup, qui dans la journée est hyper active. Et parce que voilà, en même temps que je suis avec toi, Tu vas vérifier que les gens là vont bien. t'as vu, Eh. non bon, en même temps, on est sur les messages. Surtout qu'il y en on a, est tu en sur as dans les- plusieurs pays, là. Voilà, donc, Félicitations, d'ailleurs, et de belles merci. choses. Et le mari aussi qu'il faut gérer. C'est là, faut pas les, Donc, faut les avoir Tu à as, l'œil. tu as eu une journée pas possible, mais quand tu rentres le soir, maintenant, tu te transformes en épouse Maman. aimante, dévouée. Oui, mais bon, ça fait, Voilà, donc c'est un tout ça, plaisir. Voilà, On je sent que gère- tu aimes ça. Tu as vu, non? Tu aimes ton mari. Je donc suis tu le fais l'aîné avec d'une plaisir. famille aussi. Je suis l'aîné de 8 enfants. Eh ben ça, Les il y a un petits frères et podcast sœurs. que Paola Audrey a fait sur la place des aînés en Afrique. Les Je aînés, t'enverrai très le lien. difficile. Et moi, je suis aîné aussi. Hein. Ah ouais, très difficile. Et c'est toujours nous les responsables par force, même si on veut pas. Non, non. On t'exige tout, on t'impose tout. Bon, voilà. Et quand tu es quelqu'un de pacifique, parce que je suis quelqu'un de pacifique aussi, qui n'aime pas les histoires. Donc voilà. Pas les histoires, mais tu te laisses pas faire. Les gens comme ça sont les plus dangereux. T'as vu, non? Tu sais, les gens comme nous, là, on sourit là, mais il faut on pas nous sourit. provoquer. Voilà. Et puis bon, comme tu dis, le secret, je pense, de la jeunesse. Une belle âme aussi. Je pense que tu as une très belle âme. Merci, Ça, c'est moi qui le pense. Merci. Mais moi, je dirais surtout pas que rien n'est grave, mais je relativise beaucoup les choses. Je pense que, bon, ça, c'est mon histoire personnelle qui a fait que je relativise mon éducation, mon vécu, qui très tôt a montré qu'il faut relativiser les choses. Et est-ce que tu peux nous partager? Est-ce que c'est confidentiel? Non, ou- c'est pas confidentiel. Non, mais rapidement. Écoute, bon, c'est déjà, important. moi, comme je t'ai dit, je suis l'aîné d'une famille, mais mes parents ont très tôt divorcé. Oh, à l'époque, déjà. À l'époque, très tôt. Wow. Ils ont divorcé, j'avais à peine 6 ans. Oui, donc donc il y a j'ai très été longtemps. déjà, tu vois, entre papa et maman. Donc il faut savoir jongler. Et puis Donc déjà un divorce dans les années 70. difficile. Dans les années 70, Très c'était difficile. une femme divorcée c'était pas comme Voilà. Ma mère, c'est une femme. Voilà. On Maintenant lui fait c'est pas banal, ça. mais maintenant Ma avant mère, c'était- c'était on lui fait pas ça. Tu vois, Ouais. elle a regretté après. Oui, bien sûr, parce Après que les années, elle a dit si je savais. c'est pas toujours productif. Exactement. Moi, je pense, Exactement. Elle était jeune. Ouais. Elle n'a pas eu les bons conseils. Ça, Voilà, c'est elle-même c'est qui ça. me l'a dit. Bien sûr, c'est Et pas donc, productif, moi je voilà. pense. Et donc du coup, 20 ans après, elle a dit si je savais, j'aurais Je pas fait serais comme ça. restée dans mon foyer, Voilà. tout à fait. Donc, si tu veux, j'ai vécu comme ça. Et comme le divorce était difficile, ils se sont tiraillés ma garde, enfin la garde avec mes frères et tout. Et ils avaient déjà les 8 enfants. Non, c'était trois avec ma l'époque. mère. Après, mon père a eu d'autres. D'accord. ok. Et du coup, moi, mon père a décidé de me laisser dans une famille en France. Donc, j'ai Seul? été élevée par des Quel âge? Français à 6 ans. Des Français chez une nourrice, quoi. Ça, tu es choquant comme ça. Tu as remarqué, non? C'est pour ça que j'aime des choses. Mais c'est dur quand même, à 6 ans, se retrouver séparé de sa mère. Voilà. Comment tu l'as vécu? C'est de ton dur. père. Et de ton père, de ta famille, de ta cellule familiale, La de tes cellule frères et familiale, sœurs. et tu es avec des Blancs, tu es chez les Français, enfin chez les Blancs, tu es en Europe, tu vis dans le froid, tu es... Voilà, et tu dois t'adapter. Donc voilà, je me suis adaptée, et après, je suis revenue chez mon père et tout. Et bon, ma mère, évidemment, à distance, et ma mère meurt brusquement quand j'ai 25 ans. Ouf. Voilà, donc au moment où tu vois, tu te rapproches de ta construis mère. et tu te elle construis. part. Et elle part. Tu n'as pas eu le temps de nouer ces liens Et là. mort brusque, quoi, tu vois, soudaine, crise cardiaque et tout. Bon, bref, donc je fais ma vie de femme sans ma mère, en fait.
parce qu'elle meurt l'année où j'ai mon CAPA. D'ailleurs, donc elle n'a même pas vu quand j'ai eu mon CAPA. Alors que ma mère, c'était, ma fille, le jour elle sera avocate, le jour elle va se marier, le jour elle aura des enfants. Elle n'a pas. Voilà, donc si tu veux ça, déjà, c'est encore autre chose. Et ensuite, bon, pas mal d'épreuves personnelles. C'est vrai, aujourd'hui, je dis j'ai 5 enfants, mais j'ai fait au moins 4 fausses couches avant d'avoir le premier. Donc tu es mariée, la tu fais maternité aussi, c'est difficile. C'était pas facile, donc les gens te regardent. Là, est-ce qu'elle va pouvoir faire enfant même et tout. Après, ma belle-mère me disait, heureusement qu'on t'a freiné parce que tu en aurais eu 10. Ils n'ont pas dit, les gens n'ont pas dit que tu vas pas avoir. Tu as vu, non? Maintenant, après, ils m'ont critiqué. Après, ils me critiquaient. Là, chaque année, elle est enceinte. Je dis, faudrait savoir. Hein. Tu fais fausse couche, on dit, tu n'as pas fait enfant. Maintenant, quand tu fais enfant, on dit, tu fais trop. Bon, tu vois, donc tout ça, c'est des choses quand même qu'il faut traverser. Et puis, après, j'ai perdu aussi mon père brutalement aussi. Voilà, donc si tu veux... Donc, tes enfants n'ont pas connu ta maman, en fait? Non. Non, j'ai perdu un de mes frères aussi dans des circonstances dramatiques. J'ai eu beaucoup de coups, de douleurs, qui t'ont forgé. Et qu'il faut gérer. Qu'il faut gérer émotionnellement. Parce que tu n'es pas seule, tu es mère, tu es femme, tu es professionnelle. J'imagine mon père, il meurt chez moi en pleine fête de son anniversaire, dans mon jardin. Il fait une crise cardiaque, il tombe là. Je ne vais jamais oublier le regard de mes enfants qui me regardent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais surtout, ils se demandent... Papier à quoi? Et puis, comment moi, je vais réagir? Parce que c'est important. Est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas tomber? Tu donnes un signal aux enfants. À tes enfants? De comment il faut réagir? Parce que tu es leur miroir. Merci. On est les miroirs de nos enfants. Et ça, je te dis, ça m'a donné une force où je me suis dit, non, il faut gérer. Je ne peux pas flancher. Je ne peux pas flancher. Pas maintenant. Pas maintenant. Après, oui, mais pas devant tout le monde, pas devant les enfants. Tu vois. Donc, tout ça, c'est des expériences qui te forment. Et j'en ai eu beaucoup comme ça dans ma vie. Moi, petite, là. Je comprends. Non, mais je me dis souvent... Et ça m'a forgé. Bon, en même temps, il y a des personnes que ça détruit. Oui, mais tu as eu cette force. Moi, j'ai eu cette force. Tu as pu puiser en toi cette force. Et c'est la grâce de Dieu, je pense que c'est la foi. La foi. Je pense qu'il faut que je le dise, je suis quelqu'un de profondément croyante. Je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église tous les jours. Non, tu n'es pas une bigote, mais tu es une femme de foi. J'ai la foi. La foi, c'est pas être à l'église, ça, si. J'ai la foi. Les gens qui sont à l'église même, ou à la mosquée, même des fois, n'ont pas la foi. J'ai fondamentalement la foi. Et tu sais, j'ai fait les pèlerinages. Et une fois, je suis allée en Israël. Et vraiment, là, c'était pour mes 40 ans. Ma belle-mère m'avait offert ce voyage-là. Et quand je suis allée là-bas, j'ai vu toutes les religions qui étaient là, représentées. Avec la mosquée d'Al-Aqsa, tout le monde bouddhiste. Bethléem, tout le monde est là. Tout le monde est là. Je me suis dit, mais on ne peut pas tomber sur la tête et puis tout le monde va venir ici. C'est que Dieu est vraiment... Et puis Dieu a décidé qu'on devait coexister, qu'on devait vivre ensemble. Quand tu vas à Jérusalem, c'est impressionnant. Non, je sais. Je dis, vous croisez comme ça, chacun dans son beat. Oui, c'est le même Dieu, finalement. Mais quand on va arriver là-bas, il va nous dire comment on devait faire. Comme personne n'est parti et puis revenu pour nous dire aussi. Une chose est sûre, il faut la foi. Moi, j'y crois. Et moi, j'ai tous les jours il me manifeste sa présence. Il me manifeste... Parce que tu as la foi. Non, mais... Moi, je pense que la foi crée la manifestation. Et c'est important quand tu parles de manifestation. J'ai presque les larmes aux yeux parce que je te jure que... C'est important. Non, le Seigneur, il m'a trop... Non, il me gâte. Et c'est ton ami parce que tu l'as choisi comme ami et tu as la foi. Et j'ai la foi et ça marche. Et tu as l'humilité de le dire merci beaucoup. Non, j'ai la foi parce que... Et du coup, ça fait aussi que tu n'as pas... Bon, on a tous peur de la mort, mais tu relativises encore. Tu vois, je t'ai expliqué, mes parents sont décédés, mes beaux-parents, vraiment, on a perdu des êtres chers. Tu vois, où tu te dis, hé Seigneur, ton cœur, comment on dit ton cœur est tombé dans ton ventre. Je me dis ça souvent parce que j'ai perdu mon oncle il y a 2 semaines. J'ai perdu une tante que j'aimais beaucoup l'année dernière. Et sa fille m'a appelé tout à l'heure. Pardon. Et tante Dédé, voilà. Et je me dis, qui était une très, très, très commencer le ramadan, et je disais, commencer le ramadan sans elle. D'habitude, on fait les ruptures chez sa fille. Elle est chrétienne, tu vois. Et je lui ramène, je suis allée au Liban, chez Saint-Charbel, il y a une église. Je lui ai ramené un chapelet long comme ça. J'ai dit, bon, moi, j'ai vu ça, je sais que c'est toi qui vas prier. Dédé, c'est le carême, très pieuse, femme de foi. Et ce matin, Marie m'a appelé sa dernière fille. Il m'a fait à mes grandes sœurs, bon ramadan. Il dit, commencer le ramadan sans tante, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, j'ai une tante pareille, la même chose. Elle était musulmane et une très, très bonne amie de ma mère. Et qui est restée justement, c'était vraiment... C'est notre maman, quoi. C'était la Betsy de ma mère, tu vois. Bien et elle sûr. est restée vraiment... C'est ta maman, ça reste ta maman, bien sûr. Comme ma maman. Et elle, pareil, pendant le carême, j'avais droit à ma bouillie tous les soirs. Je dis, mais moi, j'ai mangé toute la journée. Et elle avait une particularité, parce que sa bouillie, elle faisait avec du gingembre de Tommy, là, tu vois. Donc, voilà. Et donc,
Voilà. Et non, la foi, c'est mon moteur, voilà. Ton mot de fin pour toutes ces femmes qui nous suivent dans le Women Leadership Mindset, qui est une rubrique de la chaîne Naboufal officielle, qu'on a lancée ce mois-ci, et qui va continuer avec des interviews de femmes. Et tu devras revenir, on a beaucoup de choses à se dire. Je ne vais pas finir avec toi. C'est trop chic. Vraiment, c'est chic, mais comme on dit, tout ce qui est doux doit finir. Doit finir. Quel est ton mot de fin, ton conseil, qu'est-ce que tu peux leur donner comme takeaway aujourd'hui à ces femmes, ces jeunes femmes, ces femmes qui nous suivent? Elles sont plus de 58% à suivre la chaîne. Et qu'est-ce que tu peux leur donner? Je sais qu'elles attendaient cette rubrique-là. J'étais sur le généraliste, j'arrivais. C'est ça. Non, mais écoute, moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est d'être fières de ce qu'elles sont. D'être fières de ce qu'elles sont, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau d'éducation, être fière de ce qu'elles sont, avoir confiance en elles. C'est ça le vrai challenge. C'est le vrai challenge. Avoir confiance en elles et ne pas se dire... comment te dire ça? C'est pas le mot soumise, en fait. Mais ne pas dépendre émotionnellement de quelqu'un d'autre. La validation émotionnelle, c'est ce qu'on cherche souvent. Voilà. Mais c'est lié à nos éducations. C'est lié à nos éducations. Mais ça, il faut vraiment essayer... De se libérer. C'est le travail que j'essaie de faire en coaching. Oui, de se libérer. Je pense que c'est important de se libérer de ça. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand tu es libéré, l'homme ne va pas te fuir. Bien au contraire. Il apprécie. Les hommes apprécient ça. De savoir qu'ils ont en face d'eux une femme qui s'assume. Une femme qui est fière d'elle, qui a confiance en elle. Eux-mêmes, ça leur donne confiance. Tout à fait. Ça renforce leur confiance. Et ça renforce leur amour. Parce qu'à la fin de la journée, là, c'est l'amour, on cherche. Non. On veut tout être aimé. Non, c'est vrai. Mais voilà. Tout le monde aime l'amour. L'amour est doux. Mais quand voilà. il est vrai. Mais l'homme, justement, il aime une femme qui est complète. Il est fier de dire... Il n'est pas là pour compléter, en fait. Voilà. Trop souvent, on pense qu'on va être complété par quelqu'un. Il faut être soi-même. Et whoever comes, que la personne qui vient nous trouver, on va être deux parties entières. C'est une question d'équilibre. D'accord. De balance. Merci beaucoup, Francine. Merci, Nabou. Merci pour ton temps, ta générosité, tes partages. Merci. On a appris tellement de choses sur les droits des femmes, sur ton histoire, sur les compétences à avoir et sur les conseils que tu donnes aux femmes, parce que tu es un modèle, en tout cas pour nous, moi je le dis. Modèle à modèle, moi aussi j'ai modèle. Ah oui, on regarde, on a moi, besoin de mon modèle. Hein, toi, tu sais pas ça. Non, ce modèle. Mais justement, parce que je pense qu'on est des exemples de femmes qui s'assument. C'est vrai. Voilà, qui ont confiance en nous. Et donc, on se complète. On se complète, exactement. Voilà. Et moi, j'aime voir on n'a pas à s'envier. Moi, je t'envie pas, tu ne m'envies pas. Déjà, on n'a pas ce mindset. Voilà, chacune de nous a ses compétences, chacune de nous a sa beauté. Toi, tu es grande, moi, je suis petite. Mais tu es belle. Tu es belle. Comme on dit, petit modèle joli. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi aussi. On ne peut pas te remercier encore d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, c'était, pour ceux qui viennent d'arriver, c'était Maître Francine Akaangui, avocate, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, entre autres. Je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, à suivre l'interview. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les droits des femmes, sur les compétences qu'on peut emprunter aux juristes, sur les compétences des juristes, des avocats, et sur le parcours de Madame Akaangui elle-même, sur sa résilience, vraiment sur toutes ces belles choses qu'elle a partagées avec nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus. Je vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas le premier épisode ni le dernier sur la chaîne Woman Leadership Mindset. C'est le mindset des femmes leaders. Comment est-ce que vous pouvez vous construire en tant que jeune femme, que femme? Comment vous pouvez être inspiré par des femmes qui ont un parcours, qui ont une histoire et qui ont des choses à partager. Et vous allez voir des femmes qu'on ne voit pas tous les jours ici, des femmes qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont reconnues dans ce qu'elles font, et des grandes dames qui ne sont pas forcément partout sur les réseaux sociaux comme moi, mais qui sont des grandes dames aussi. À bientôt sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Cette interview, ce n'est pas que pour les femmes, les hommes aussi, regardez. À bientôt sur la chaîne Naboufal officielle. Merci d'avoir été là.